Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la confiance accordée à ITV en ce 30 avril 2020. Voici le principal titre de ce bulletin d'information. Tout le monde est affecté par ce qui se passe, mais on se sent plus malade encore en sachant que l'école et les universités sont complètement fermées. Pas d'instruction, pas d'apprentissage et des connaissances distribuées à la carte. Le virus a sacrifié nos enfants et la jeunesse. Il a aussi accentué le décrochage scolaire. Ça fait de la peine car il n'y a que la réussite à l'école qui permet d'avoir une vie meilleure que celle de ses parents. Les parents, justement, qui sont quelque peu dubitatifs sur le fait ou non d'envoyer les enfants le mardi 2 juin prochain. Le développement de toute cette actualité dans un instant. Et tout d'abord, ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a précisé aujourd'hui que le décès survenu ce jeudi à 6h30 n'est aucunement lié au coronavirus. En fait, il s'agit d'un homme âgé de 69 ans faisant partie des contacts qui avaient été suivis, des tests qu'il avait subis. S'était avéré négatif jusqu'à hier et ce sont donc là des précisions qui ont été apportées par le ministère de la Santé. On vous l'a dit en titre, la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen est fixée pour le mardi 2 juin 2020. Autrement dit, donc dans un mois, les parents d'élèves se sont prononcés et selon eux, ça tâtonne et la décision a été prise de façon non participative. Il pourrait donc ne pas envoyer le moment venu les enfants et la progéniture à l'école. Voici le reportage consacré à ce sujet d'Abdurrahman Li et de Mafalfal. J'en ai deux. La première, elle fait la seconde. Cet homme est père de 2 enfants qui aujourd'hui sont en classe d'examen. Cette reprise encore repoussée et prévue le 2 juin pour les classes d'examen ne le convainc pas. Par conséquent, il ne compte pas les laisser reprendre le chemin des cours à cette date. Pas du tout, pas du tout. Je préfère rester à la maison que d'être confiné et ensuite faire des consultations et aller à l'hôpital. Non, je préfère rester à la maison qu'aller à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, sur la test, on a 50 et quelques. Les communautaires sont là, ils circulent avec les gens. Il y en aura, c'est sûr. Les parents n'ont qu'à retenir les enfants, c'est tout. Macky Sall ne laisse pas ses enfants aller à l'école. Ça, il ne le fera pas, c'est sûr. Ou bien ils iront dans des conditions d'exception. Une condition d'exception qui devait également inciter le gouvernement à mettre en œuvre une démarche d'exception, d'où des concertations avec les principaux acteurs. Si maintenant c'est dans le cadre de discussion, chaque parent devait avoir la liberté de renvoyer ses enfants à l'école ou non, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. Si vous allez en France ou au Canada, le retour à l'école est quand même sur une base du volontariat des parents. Ce choix, cette dame trouvée à la gueule tapée ne l'a pas et ne compte pas le réclamer. Elle compte bien se soumettre aux décisions du gouvernement. Si le coronavirus continue son chemin de contamination et que l'État du Sénégal exige la reprise des cours, moi je serai bien entendu en phase avec cette décision. Moi je suis d'accord avec toute décision émanant de l'État. En plus, ils n'ont parlé que des classes d'examen. Des élèves en classe d'examen qui sont aujourd'hui entre l'angoisse suscitée par le coronavirus et la psychose des examens. Ils ne savent toujours pas à quel saint se vouer, tout comme leurs parents qui comptent prendre toutes les mesures nécessaires pour leur santé, qui selon eux est la priorité. Et bien sûr, le coronavirus a eu raison de tout. Les conférences religieuses qui se donnaient d'habitude à tour de bras durant le mois béni de Ramadan ont toutes été renvoyées au calendrier grec. Les prêcheurs sont donc décontenancés par cette forme d'oisiveté qui a donc ruiné les derniers espoirs. Omar Khan et Moussa Fall n'ont pas prêché dans le désert en décidant de parler de ce sujet.
Mettre la main sur un oustas Alioune Sall ou un oustas Taïb Socé en ce mois de Ramadan n'eût été le coronavirus. Ça aurait été très difficile. Tellement les deux prêcheurs sont sollicités pour animer des conférences religieuses pendant le mois de Ramadan. Des causeries qui aujourd'hui ont quitté les tentes pour se tenir dans les radios et sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de conférences religieuses dans les lieux publics, mais je fais des causeries à la radio et sur les réseaux sociaux. Ça se passe ainsi. Si l'on nous demande d'animer un thème, nous prenons le thème que nous résumons en 13 ou 15 minutes, de sorte que ce soit facile à écouter pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Après, eux partagent l'audio dans les autres groupes WhatsApp. Des conférences pour la plupart rémunérées. C'est pourquoi certains se demandent comment les prêcheurs s'en sortent actuellement avec l'interdiction des rassemblements et donc des conférences religieuses. Si ce n'était pas le coronavirus, les sponsors auraient envahi les télés et les radios. Le Ramadan est un bienfait pour tout le monde, même pour les mendiants. C'est une période de traite pour tout le monde, nous les prêcheurs y compris. Parce que pendant le Ramadan, les gens nous donnent des tonnes de riz, beaucoup de sucre, entre autres denrées. Ce ne sont pas les conférences qui sont synonymes de traite, mais le mois de Ramadan. Il n'y a aucune conférence où l'on nous donne plus de 100 000 francs CFA. Le Sénégalais n'est pas habitué à donner de l'argent pour une cause religieuse. Nous ne tenons pas ces causeries pour gagner de l'argent. Moi, j'ai construit une maison pour un non-voyant grâce aux conférences que je tiens. Si ce n'était que pour gagner de l'argent, je ne l'aurais jamais fait. Donc, le mois de Ramadan, un mois béni pour tout le monde. Un autre secteur anéanti par la crise, ce sont les transports qui devraient toutefois bénéficier de quelques 5 milliards de francs CFA pour pouvoir facilement remonter la pente. C'est une annonce qui vient d'être faite par le ministre de tutelle Oumar Youm qui a réuni donc les principaux acteurs pour délivrer la bonne nouvelle. Il y a eu la carotte, mais le bâton a également été brandi par le ministère, ainsi que nous le dit Babacar Seck. Les transports routiers se sont vus affecter 5 milliards 250 millions du fonds de 100 milliards destiné au secteur. Transport interurbain, une enveloppe de 450 millions de francs CFA par mois leur a été réservée, 400 millions pour les opérateurs et 50 millions pour les gares. AFTU aura 500 millions. Soit 1 milliard 500 millions pour les 3 mois, Dakar Dem Dikk 600 millions, les taxis 100 millions, les Ndiaga Ndiaye car rapide 100 millions. En plus du projet d'ordonnance de durcissement des sanctions prévues pour le transport illégal, le ministre va aussi prendre des mesures administratives. Aujourd'hui, les auteurs de ces infractions seront sanctionnés avec une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans, une peine d'amende allant d'1 million à 5 millions sans possibilité de sursis. Tous les véhicules qui ont été utilisés dans le cadre de la commission de ces infractions. Mais aussi les auteurs, c'est-à-dire les chauffeurs qui vont utiliser les véhicules, verront leur permis de conduire confisqué et annulé. Les acteurs du transport se sont réjouis de la bonne répartition du fonds qui a pris en charge presque tous les segments. C'est une large répartition, donc comme vous le savez, nous sommes en phase de guerre contre une pandémie. Donc on s'en réjouit de ce qu'on a. Comme vous le savez, la perte est énorme. On ne peut pas tous, par exemple, rattraper, mais quand même, on s'en rend compte de ce que l'on a. Pour les autres segments du transport, comme les vélotaxis, le ministre a annoncé un appui dans le cadre de l'aide alimentaire. Le tourisme et l'hôtellerie subissent également le tsunami de plein fouet. Ils se sont écroulés comme un château de cartes. À Sédhiou, les principaux acteurs donc ont été réunis et ils sont angoissés malgré la pommade qui vient d'être appliquée par le ministère de tutelle par le truchement d'une conf-call à Sédhiou. Dans le Pakao, nous retrouvons Ousmane Demba. L'échange avec le ministre par visioconférence a permis aux acteurs du tourisme d'exposer leurs inquiétudes. Sédhiou doit, en tant que région, bénéficier d'une discrimination positive. C'est une région qui est en déficit
en termes de réceptifs hôteliers. Et nous pensons que de ce point de vue-là, Sédhiou en tant que tel doit bénéficier plus que toute autre région de ce financement. Mais nous avions également exprimé notre volonté de voir le ministère prendre en charge tous les déficits que les hôtels et les restaurants vont pouvoir connaître pendant cette période de crise pandémique. Représentant le syndicat d'initiative des personnels du tourisme de la région, Ousmane Diaté se dit satisfait des dispositions prises par la tutelle pour relancer un secteur affecté par la pandémie. Sentiment de satisfaction à l'issue du discours du ministre, il a bien voulu mettre en place un fonds de résilience et un crédit hôtelier au profit des professionnels du tourisme et de toute la chaîne de valeur pour leur venir en appoint, d'une part avec le fonds de résilience qui va prendre en charge dans une certaine mesure les déficits qui ont été constatés de part et d'autre à cause de cette pandémie-là. Le ministre du Tourisme ainsi que son homologue de la Culture sont interpellés sur l'état lamentable du fort Pinet-Laprade. Majestueusement implanté sur les berges du fleuve Casamance, la vieille bâtisse symbolisant la présence coloniale à Sédhiou croule aujourd'hui sous le poids de l'âge. Un patrimoine historique classé qui aujourd'hui est dans un état de délabrement exagéré. Et nous pensons que en tant que tel, même si c'est un patrimoine culturel, mais également là un enjeu touristique. Pour rendre plus attrayante la destination Sédhiou, l'autre doléance soumise au ministre du Tourisme reste la revalorisation du Dioé. Et malgré la virulence du choc, la délégation à l'entrepreneuriat rapide n'a pas été bridée par les occurrences. La structure de financement assure avoir déjà prépositionné quelques 10 milliards de francs CFA pour soutenir ces entités en grande détresse. Par ailleurs, l'ADER a dû différer les échéances ainsi que les encours bancaires. Le délégué général de l'ADER était de passage donc chez nous ce matin, chez Alassane Samba Diop. Ses propos sont recueillis ici par Cheikh Hassan Fall. Nous avons ressenti aussi dans le cadre du portefeuille de l'ADER, les entreprises que nous avons financées, qui ne sont plus en activité ou à 40 ou à 50%. Et c'est pour cela que nous avons pris quelques mesures d'urgence qui consistent à accompagner ces entreprises dans le cadre du rééchelonnement du prêt, des échéances pour 3 mois, de différés ou 6 mois. Et nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle les prêts Covid, qui permettent aux entrepreneurs de s'endetter à 0 jusqu'à 3% pour pouvoir subvenir aux besoins actuels. Autour de 10 milliards de façon globale depuis, je dirais, ces 2 derniers mois pour accompagner les PME, les startups, les femmes et les jeunes entrepreneurs pour les aider vraiment à passer l'étape de la crise. Le projet est actif depuis 1 mois. On a financé les entrepreneurs du numérique du startup. On a financé pour très exactement 3 milliards qui est déjà sorti sur les 10 milliards. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a en ces moments beaucoup d'experts autoproclamés qui s'érigent en donneurs de leçons. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'expert en développement du nom de Modiso a demandé de passage chez nous, donc à iRadio. Il a demandé que l'on changeât rapidement de fusil d'épaule et de paradigme pour avoir totalement la maîtrise de notre destin. On va l'écouter également interrogé par Cheikh Hassan Fall. Il va falloir que l'État construise un modèle de développement endogène basé sur les chaînes de valeur ajoutées, où on va insérer des milliers et des milliers de jeunes Sénégalais et à tous les échelons de la chaîne, y compris même les startups qu'on est en train d'appuyer qui peuvent être d'un apport extrêmement intéressant pour l'efficacité et l'efficience des activités des populations à la base. Il faut organiser les populations en sociétés coopératives à la base et les mettre en relation avec les chambres de commerce et les chambres de métiers en fonction des spécificités de chaque secteur et réorienter les investissements autour de ces acteurs majeurs qui vont appuyer ces populations sur la base d'un modèle accepté et concerté avec l'État du Sénégal.
Et qui s'en rappelle encore, demain c'est la fête du travail, donc bousculée par le virus qui a apporté beaucoup de chambardements. Demain donc c'est la fête du travail, ni défilé ni cahier de doléances. Cependant, le ministre du Travail a délivré un message au nom du président de la République, donc qui a adressé aussi bien félicitations qu'encouragement à toutes ces personnes qui font prospérer ce qu'on appelle la valeur travail. On écoute le ministre. Je voudrais saluer les travailleurs de mon pays, leur adresser les chaleureuses félicitations de M. le Président de la République. Non seulement du reste les félicitations du Président, mais également son soutien et la reconnaissance qui est la sienne par rapport à leur implication dans la bataille nationale contre cette pandémie. Vous savez que les travailleurs organisés ont décidé cette année de surseoir à toute forme de manifestation à l'occasion du 1er mai pour évidemment marquer l'instant, mais dire leur engagement dans le concert de ce qui est fait au niveau national pour contrer la pandémie et avec tout le reste du pays, essayer de trouver les formules idoines pour permettre au Sénégal de rester debout. Alors cette position a été saluée en Conseil des ministres par M. le Président de la République et je voudrais à sa suite simplement féliciter les travailleurs et leur dire qu'ensemble, effectivement, nous allons nous en sortir par la grâce de Dieu. Monsieur le ministre, au-delà des félicitations et des encouragements, quel est le message de solidarité? Vous savez que l'une des premières mesures prises par Monsieur le Président de la République a consisté en une ordonnance pour proscrire toute forme de licenciement lié à la pandémie, ça veut dire au Covid-19. Et de ce point de vue, c'est un geste éloquent de solidarité, mais également un geste absolument intelligent du point de vue évidemment de sa portée, puisqu'il faut que nous restions résilients et que nous soyons en tant que pays debout. Et demeurer debout, c'est permettre au travail de continuer à exister, à prévaloir, à bâtir, à construire pour que le Sénégal, en fait, puisse avancer d'un bon pas. Alors, il faut que nous tous nous engouffrions dans cette brèche-là et que chacun d'entre nous fasse ce qu'il faut pour apporter sa contribution. Évidemment, cela est attendu d'abord et avant tout des travailleurs. Et en bref, et en image, les laboratoires du monde font tout ce qui est humainement possible pour trouver au plus vite la recette contre le virus. Entre hier et aujourd'hui, c'est un traitement antiviral du nom de Remdesivir qui suscite l'espoir. Il semble avoir démontré de l'efficacité à grande échelle dans la lutte contre Covid-19. C'est un laboratoire américain qui l'a développé. Son effet positif est clair et significatif selon le même labo sur les temps de rémission des patients hospitalisés. La Maison-Blanche devrait rapidement donner son feu vert à son utilisation. En France, le sport est mort donc du Covid-19. La Ligue de football a pris une décision qui est teintée de beaucoup de lucidité. C'est l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Le PSG, sacré champion en toute logique, Marseille et Rennes vont aussi participer à la prochaine Ligue des champions européens. Ce ne sera pas cependant le cas pour Lyon de Michel Aulas. Il est d'ailleurs fort probable que d'autres pays suivent la tendance en décidant d'arrêter purement et simplement les saisons déjà fortement émorcelées. Il faut que tous se rendent à l'évidence parce que rien n'est plus possible en termes de rassemblement. Plus de 1100 tests pour 50 Covid+, c'est un ratio d'un peu plus de 4%. Comment l'interpréter? Est-ce une forme de décrue? On le verra plus tard avec les commentateurs et spécialistes. En attendant, on suit la météo quotidienne du ministère de la Santé. 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8 et Maké 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Dalal Diam 7 guéris, Touba 5, Ziguinchor 3, Fall 3 et Diamniadio 1. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation
de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe technique de ce soir. Ce journal est terminé. Je rends l'antenne.